retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus. Nous sommes jeudi et le jeudi, vous le savez, c'est anthropologie et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, même si les nouvelles de l'Hexagone sont un peu tristonnettes avec tout ce qui se passe, mais bon, il y a une logique derrière tout ça. Oui, on sait qu'il y a un rééquilibrage là qui est en cours, mais c'est vrai que pendant une semaine là, on a eu beaucoup de... Ça a été un peu chaud. Mais il y a des raisons derrière tout ça. Voilà. Bon, on va laisser cette petite partie négative. On abordera ça une prochaine fois. Totalement. Bonne nouvelle et on va essayer de beaucoup s'axer dessus. Vous aurez constaté, chers téléspectateurs, que depuis quelques semaines maintenant, on consacre le jeudi anthropologie justement à la géothermie bouillante, puisque Monsieur Gérald Bougré, qui est présent sur ce plateau, a eu une idée quand même de génie, à savoir trouver une solution pour pouvoir récupérer cette ressource guadeloupéenne et l'octroyer aux Guadeloupéens et en tirer les bénéfices qui en suivent. Bonsoir Monsieur Bougré. Bonsoir Harold, bonsoir toute la Guadeloupe. Et donc on va continuer à vous expliquer en quoi ce projet est extrêmement porteur. On sait que beaucoup d'entre vous ont déjà compris, mais on va continuer la pédagogie, histoire qu'on soit tous au même niveau. Et nous avons une nouvelle arrivante sur le plateau, il s'agit de Chalem Bourgarel. Bonsoir Madame Bourgarel. Bonsoir. Alors c'est Monsieur Bougré qui a tenu à ce que vous soyez là, donc Monsieur Bougré va nous expliquer pourquoi, tout simplement. Oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Madame Bourgarel lors de mes pérégrinations dans toutes les communes de Guadeloupe pour rencontrer les associations, les acteurs sociaux, économiques, pour leur faire comprendre les premiers éléments à propos du projet global et systémique qu'on propose. Et c'est donc une citoyenne engagée qui, dès le départ, a adhéré au principe dans toute sa globalité. Et donc, du coup, elle est, je dirais, représentative. Elle peut porter un témoignage sur le contenu du projet de manière concrète et pratique, puisque avec elle, on est censé mettre en place un quartier à énergie intelligente et positive sur le côté de Boiripo, et dont elle est largement impliquée. Donc le projet de test serait du côté des abîmes? Oui, mais pas avec la géothermie. C'est un projet sur la partie, je dirais, complémentaire à la géothermie, dont je parlais tout à l'heure par rapport aux pôles territoriaux structurants de coopération économique, socio-solidaire, durable, dans lequel on complète avec notamment l'autoconsommation intelligente collective. Autoconsommation intelligente collective, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des possibilités de faire en sorte que les maisons, les bâtiments et pratiquement toutes les structures existantes puissent, dès lors qu'on aura fait l'étude préalable, devenir producteurs ou productrices d'électricité. Okay, et donc, du coup, ça fait de l'autoconsommation qui permet aux personnes ou aux propriétaires des bâtiments de réduire leur consommation, de leur facture d'électricité et rentrer dans la dynamique du développement durable appliqué avec l'énergie la plus intelligemment possible utilisée. Mais est-ce que la technologie utilisée pour le solaire permet ce genre de choses? On disait avant qu'une toiture n'était pas suffisante pour alimenter une maison. Sous réserve bien évidemment d'avoir vérifié les supports sur lesquels les panneaux photovoltaïques vont être mis. Aujourd'hui, notamment avec le concept des smart grid, tout ce qui est réseau électrique intelligent, on a réussi à mettre en place des dispositifs notamment de stockage, et à cette échelle-là, à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'une maison, d'une villa ou autre, on arrive maintenant à avoir de très bonnes performances en termes d'autoconsommation. Par contre, lorsqu'on entre dans la dimension d'injecter sur le réseau électrique global, là c'est quand même particulier. Mais tout ce qui concerne l'autoconsommation collective individuelle, maintenant les technologies sont devenues quasi matures, et on peut donc regrouper les bâtiments, regrouper les maisons et avoir une approche relativement intéressante et profitable pour les participants à ce genre de projet. D'autant qu'en France hexagonale, par exemple, j'ai donné plusieurs exemples à Madame Bourgarel, il y a beaucoup de citoyens, je dis bien des citoyens lambda, qui se mettent en société coopérative d'intérêt collectif pour cela, et qui arrivent à tirer des revenus de en dehors de la réduction de leur facture d'électricité, des revenus de cette production d'électricité autoconsommation individuelle. Parce que, oui, tout d'abord, je tiens à dire que la première fois que j'ai été invité à faire une conférence en Guadeloupe, c'est cette dame. Ah, c'est Madame Bourgarel ? Eh oui, il y a non de temps, mais c'est vrai que c'est. Non, franchement,
ça me fait très plaisir d'être avec elle sur le plateau, parce que c'est vrai que c'est la première fois, c'est elle qui m'avait contacté et qui avait tout organisé. Et ce fut un moment inoubliable. Mais, ça devait être compliqué à l'époque, déjà. Oui, c'était très compliqué, mais j'étais pas seule. J'étais avec d'autres personnes et je veux justement remercier ces personnes. Voilà, toutes les personnes, effectivement, qui ont travaillé. Je dirais quelque part, ils ont planté une graine. N'est-ce pas? Et voilà, et l'arbre a poussé, totalement. Ce que dit M. Bougré, c'est important parce qu'on a une problématique fondamentale, c'est comment arriver à réduire aujourd'hui les coûts de fonctionnement sur des villes, parce qu'on a une masse, même sur des collectivités territoriales relativement élargies, parce qu'on a tout simplement la finance qui est occupée par des paiements de salaire, et on voit que le taux est énorme. Très clair. Donc il faut trouver le moyen de récupérer des fonds, et ce système permet justement, en créant une autonomie au niveau du fonctionnement de la ville à différents milieux, même pour des espaces urbains, c'est important de ne pas l'oublier, l'éclairage des stades de football et autres. L'éclairage public, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Et là, justement, ça permet de réduire les coûts. Et c'est ça qui est très important. Je fus l'un des premiers à travailler sur cet aspect de l'éclairage public, je vous l'avais dit au départ, qui avait mis en place un système de télégestion et de réduction d'économie d'énergie sur l'éclairage public, notamment de la ville de Fort-de-France. J'avais marché avec ça à l'époque, avec Eiffage Énergie par ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, non seulement l'éclairage public est toujours... Parce qu'on était censé passer au solaire. Oui, enfin... Ça n'a pas tout à fait réussi. Non, du côté du Lamentais, une expérimentation... Oui, qui a tourné d'une certaine manière. Mais par contre, aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue technique, ce que nous, on propose en dehors de la partie production d'énergie, avec en base la géothermie complétée avec l'hydrogène, qui, je vous l'ai dit, est le Graal pour pas mal de personnes aujourd'hui, dans le monde industriel aujourd'hui. En tout cas, on a nous inventé un système qu'on appelle BLOCEN, boucle locale à énergie positive, qui permettrait à une collectivité, à une commune, de valoriser les toitures ou les propriétés qu'elle possède avec le solaire photovoltaïque, pas l'éolien. Je dis bien le solaire photovoltaïque. Et on dit que normalement toutes les toitures de Guadeloupe devraient être recouvertes de panneaux photovoltaïques. Alors toutes les toitures, je ne sais pas, parce que déjà, je veux dire, il y a des études préalables faisables à faire, parce que si c'est pas, on n'a pas le bon support, ça peut être problématique. Et il faut surtout avoir le consentement et la vision du gestionnaire du réseau, parce qu'après, il faut savoir comment on intègre tout ça dans l'ensemble. Mais globalement, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est de proposer à toutes les collectivités, on a commencé à le faire, la possibilité donc de mettre en place cette boucle locale énergie positive, avec possibilité de réduire les factures d'électricité, la possibilité aussi d'avoir du surplus pour pouvoir réinjecter le cas échéant sur l'éclairage public, pour là encore par ailleurs faire des économies ailleurs, et le cas échéant, avoir aussi avec le GRD la possibilité de revendre l'électricité EDF, voire monter des petites stations de recharge, puisque le solaire photovoltaïque, on peut mettre en place un petit électrolyseur et faire aussi une station de recharge pour les véhicules électriques, avec peut-être 2 ou 3 véhicules administratifs ou techniques ou des bus pour la collectivité, et du coup c'est du win-win, gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, mais à partir du moment où chacun devient producteur d'électricité, ça réduit le marché d'EDF. Non, l'EDF ne raisonne pas de cette manière-là. Eux, ils ont déjà, si vous voulez, de par dérogation, la gestion, la sécurité d'approvisionnement de par la loi pour toute la France entière, et eux, leur cœur de marché, leur cœur de métier, c'est le nucléaire. Donc, ils s'adaptent au contexte des zones non interconnectées, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit fondamental pour eux. Dès lors qu'il y aurait une organisation, une structuration qui tiendrait la route et qui permettrait d'assurer cette sécurité d'approvisionnement, je pense qu'ils joueraient le jeu. En tout cas, personnellement, me concernant, depuis le début des années 2000, EDF a toujours été pour moi très ouvert. Tous les premiers directeurs d'EDF, je les ai connus, on a discuté, on a échangé. Oui, mais EDF qui n'a pas beaucoup misé sur Ténésol, par exemple. Ils n'étaient pas très sur le développement de Ténésol. Non, de toute manière, EDF, je l'ai déjà dit, je vous le répète encore une fois, les énergies renouvelables à la base, solaire photovoltaïque, éolien,
pour la qualité du métier technique, de l'offre et de la demande, de l'équilibre offre-demande, le solaire photovoltaïque et l'éolien ne sont pas adaptés. C'est pas assez stable. Voilà, on a pu mettre en place un système de stockage, faire des recherches là-dessus, améliorer les performances, mais ce n'est toujours pas parfait pour la suite. Je vous l'ai dit, celles qui sont les plus, je dirais, aimées entre guillemets par le gestionnaire de réseau, c'est la géothermie et l'hydroélectricité. Mais l'hydroélectricité, ça remonte à tantôt, ou des stations de transfert d'énergie par pompage. Là encore, pareil que ce serait une première aussi qu'on mettrait en place en Guadeloupe. On a prévu de le faire, et ainsi de suite. Mais je dis encore une fois, si on trouve les bons équilibres et qu'on arrive à assurer la sécurité d'approvisionnement et ce que l'EDF est censé faire aujourd'hui, on devrait arriver à faire avancer les choses correctement. Madame Bourgal, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de géothermie? Alors déjà, je vais saluer les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes et leur dire que ça fait longtemps que j'étais attirée justement sur passer aux énergies renouvelables. Mais ça n'avait pas été possible parce que j'habitais un quartier où tout le monde avait un poteau et ça faisait ridicule que je sois seule à avoir justement sur ma toiture l'électricité solaire. Et quand j'ai rencontré M. Bourgré qui me parlait de la géothermie, je lui ai posé la question, est-ce que ça n'allait pas être possible d'avoir l'électricité solaire dans mon quartier? Alors je suis une personne engagée dans mon quartier parce que justement pendant un temps j'ai pensé que j'allais pouvoir changer toute la Guadeloupe mais je me suis dit que je m'engage dans mon quartier et si chacun s'engage dans son quartier, nous allons pouvoir changer la Guadeloupe. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé une association et puis j'ai invité M. Bourgré à cette association. Il a pu voir tout le monde et les gens ils étaient séduits par le projet de M. Bourgré. Sauf que nous n'aurons pas la géothermie sur Bois-Ripeau maintenant, mais nous pouvons avoir l'électricité solaire. Au moins produire votre électricité à Bois-Ripeau. Oui. Donc vous allez faire une ville dans la ville. Non, mais on veut être, c'est-à-dire un laboratoire pour que les gens puissent savoir que c'est possible. Et avoir aussi, c'est-à-dire comme M. Bourgré dit, qu'on parle de voitures électriques aujourd'hui, avoir des bornes aussi. Et je pense qu'on doit choisir un lieu pour pouvoir faire l'expérimentation. Alors, est-ce que tout le monde dans le quartier est d'accord? C'est-à-dire, les gens, de toute manière, ce qu'il y a, c'est que je pense que les gens sont déjà prêts justement au changement. Et je pense que c'est des gens qui nous manquent pour nous emmener vers ça. Et comme je les ai présentés, M. Bourgré, je pense qu'ils ont bien compris l'enjeu. Et justement, et aujourd'hui, je pense que c'est avec le Covid qu'on ne peut pas aller plus vite. Mais sinon, je pense qu'on serait déjà beaucoup plus loin si le Covid ne nous avait pas, puisqu'on était restés confinés. Et comme ce sont des jeunes qui doivent aller chez ces gens-là pour prendre des mesures et prendre tout ce qu'il faut pour que vous parlez vraiment d'avancement technique, des travaux à réaliser. Vous n'êtes plus dans le débat, dans la discussion. Là, c'est l'action. Oui, mais vous savez, quand vous parlez de quelque chose, il faut après le concrétiser. On ne va pas rester éternellement à parler qu'on veut faire les choses. Concrètement, on passe. Vous faites de la politique? Non, je ne fais pas de politique. Je fais de la politique, mais la politique de mon quartier. La vraie politique. Politique efficace. Efficace. Totalement. Très bien. Donc, finalement, les mentalités évoluent. On commence. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le fondement de cette démarche, c'est vraiment que la population puisse profiter de ces richesses. Il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que la chose, c'est sortons du domaine tout privé, sortons de l'univers de la captation des richesses d'un sous-sol pour une minorité, alors que la majorité en a besoin pour disposer de fonds d'investissement, pour disposer de fonds de formation et de fonds de développement technologique. Parce que le but, c'est pas simplement la géothermie de bouillante, mais c'est développer d'autres sites de géothermie, notamment pour faire de l'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, produire l'électricité, c'est une chose, mais il faut pouvoir stocker cette électricité. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que de tous les systèmes, l'hydrogène, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai amené un petit document là-dessus, si on peut le regarder pour que les gens comprennent. Et comme ça, M. Bourgré va pouvoir rentrer dans un certain nombre de détails. Super. Alors Yann, si on peut partir pour le premier document.
des gros problèmes aujourd'hui dans le monde, Stéphane, qu'on n'a pas résolu depuis des dizaines d'années, voire des siècles, c'est comment stocker l'énergie électrique. Ouais, le problème, par exemple, c'est j'ai mon panneau solaire qui donne de l'électricité. Si je ne l'utilise pas tout de suite, elle est perdue en quelque sorte. Voilà, on a du mal à la stocker. Et il y a une solution qui se profile, c'est l'utilisation de l'hydrogène. En fait, on va pouvoir, d'une certaine manière, transformer l'électricité en hydrogène, puis plus tard, retransformer l'hydrogène en électricité. Démonstration ? Alors, démonstration avec ici le petit système qu'on a préparé. Vous avez de l'eau dans des tubes et 2 petites plaques de métal à l'intérieur de ces tubes qui sont reliées entre elles simplement par l'eau. On va mettre de l'électricité, faire passer de l'électricité entre ces 2 plaques de métal. Et il y a des petites bulles qui apparaissent. Et il y a des petites bulles qui apparaissent quand on fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui se produit où on sépare d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène, parce que l'eau c'est H2 et O, c'est voilà, ça, H2O. 2 hydrogènes pour un oxygène, Ouais. On sépare ces éléments et du coup après on peut récolter d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène qu'on va pouvoir stocker aussi longtemps qu'on veut Et réutiliser ensuite. et réutiliser pour faire de l'énergie et ça on va le voir avec une autre expérience. Donc Stéphane, l'hydrogène qu'on a ramassé tout à l'heure et l'oxygène on les a stockés dans 2 bonbonnes, oxygène, hydrogène et on va maintenant refaire le mélange 2 hydrogènes pour un oxygène à l'intérieur d'un simple ballon de baudruche. Ouais. Voilà, donc là on a notre mélange hydrogène-oxygène, on fait un petit nœud et on va aller recombiner l'hydrogène et l'oxygène en utilisant une petite flamme qui va amorcer la réaction. Attention. C'est hallucinant, hein, Incroyable. la violence de l'explosion, c'est extrêmement puissant et c'est grâce à ça qu'on peut récupérer l'énergie. Les gaz se dilatent de manière démesurée, il suffirait de mettre une turbine, de la faire tourner et on récupère de l'électricité. Puisque le principe, c'est produire une énergie pour faire tourner la turbine. Voilà, Vous nous expliquez totalement. à la dernière totalement. émission. Et comme on est une île entourée d'eau, c'est de l'eau, je dirais, là, c'est pour ça que le potentiel de développement en termes de formation, en termes de retour sur investissement, parce que c'est par ce biais-là qu'on pourrait, je dirais, aussi proposer de l'électricité aux pays de la Caraïbe. Et faire en sorte que, il faudra nous expliquer à partir de là, mais justement, c'est ce qu'il y a de très pertinent, c'est, je dirais, l'ouverture à l'international, finalement, de ce projet qui nous concerne, nous, avec le potentiel qu'on a dans le sous-sol. Alors, pour compléter ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, dans la vision qu'on a eue il y a très longtemps de la Guadeloupe et de son évolution, on s'est calé à la réalité, notamment de ce qui sort au niveau législatif en France. Et moi, j'ai toujours été, et je suis toujours pour, après avoir longuement réfléchi, on parle de capitalisme débridé qui a amené l'économie là où on sait, pour des raisons qu'on sait aussi. Et l'économie sociale et solidaire me paraît être une porte relativement intéressante, un levier relativement intéressant pour préparer ou faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses. Je ne suis pas contre le capitalisme, la capacité à avoir des idées pour construire, avoir un produit, un matériel et le vendre avec une certaine marge. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on court après des marges considérables et que derrière, le salarié en paye le prix d'une manière ou d'une autre. Et ce concept avait déjà été utilisé dans le cadre des coopératives en général, mais depuis la loi de transition énergétique et de croissance verte, voire un petit peu avant et après, on a créé le concept des sociétés coopératives d'intérêt collectif d'utilité sociale et solidaire, je vous l'avais dit. Il y a les sociétés anonymes d'utilité sociale et solidaire, il y a les SA, des SARL d'utilité sociale et solidaire. Donc on a les formes juridiques d'origine, mais maintenant à utilité sociale et solidaire. Voilà, donc ça veut dire quelque part les gouvernances ont compris qu'il y avait moyen de... Et nous, derrière cela, donc à partir du moment où, comme je l'ai dit, on a travaillé sur la partie technique, vous le savez, sur la géothermie et sur l'hydrogène, on a vu dans quelle mesure il serait intéressant de structurer, de caler le développement de la Guadeloupe sur une structuration spatiale autour des communautés d'agglomération et de faire en sorte qu'à partir du moment où on a un marché qui est celui de l'énergie et un sous-segment qui est celui de la vente d'électricité à EDF, de voir dans quelle mesure, dans chaque communauté d'agglomération, on pouvait avoir donc
le traitement de ce marché, l'exploitation de ce marché, et comment ensuite, à partir du moment où vous avez un marché et un segment, vous vendez l'électricité EDF, vous tirez forcément des profits. Rappelons que Ormat a sorti 6 millions de bénéfices par ailleurs. Au calme, comme on dit. Voilà. Et donc, dans chaque communauté d'agglomération, on prévoit ça. Alors, par exemple... donc il ne faudrait pas que tout soit concentré donc, que sur Bouillante. Il faudrait effectivement que toutes les communautés d'agglo coopèrent et qu'elles aient des pôles de production Alors, moi, spécifiques. J'appelle ça des pôles structurants, des pôles territoriaux structurants de coopération économique, socio, solidaire, durable, à tendance zéro chômeur. Par exemple, concrètement, le Sud Basse-Terre pourrait être orienté vers la production géothermie, à base de géothermie de 4e génération, par ailleurs, plus la production d'hydrogène, avec possibilité aussi d'avoir une station de transfert d'énergie par pompage. Et on peut, à partir de cette activité-là, mais pas la seule, lancer des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets dans le Sud Basse-Terre, pour demander à tous les Guadeloupéens du territoire qui auraient une idée, quel que soit son niveau d'études, quel que soit Y, etc. On a vu avec M. Omotunde tout un certain nombre d'activités artisanales qui pourraient être développées sur certaines bases, pas obligatoirement les gens qui ont énormément fait d'études ou quoi que ce soit. Toutes les couches de la population pourraient s'y retrouver. Et dès lors qu'ils ont un amorçage de projet, un tout début de projet, pas obligatoirement le projet finalisé avec business plan, etc., comme je les aime bien, pour les amener, pour les aider à avoir le capital d'amorçage pour démarrer et ensuite mettre en place leur petite activité. Je dis bien les activités manuelles, d'autres nécessitant bien évidemment des capacités intellectuelles, mais surtout les plus démunis, les plus défavorisés qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas accès à tout ce qui serait nécessaire pour leur permettre de faire des études et autres. Donc, dans le Sud Basse-Terre, ce serait ce PTSCE, comme j'appelle SS2ZC. Dans la communauté du Nord Basse-Terre, ce pourrait être de l'agrivoltaïsme. Par exemple, on a un projet... Agrivoltaïsme. Ouais, c'est la possibilité, parce que vous savez que le solaire photovoltaïque pose un gros problème en dehors de l'intermittence et de sa fatalité, comme disait EDF, c'est que ça consomme du foncier. Or, si on veut atteindre un jour la souveraineté alimentaire, il faut quand même qu'on préserver un peu de foncier agricole, quand même. Au moins. Et apparemment, c'est très mal parti, parce qu'il paraît qu'on vend comme les communautés, les collectivités n'ont pas d'argent, les particuliers n'ont pas d'argent, ils vendent le foncier. On a des bailleurs qui rachètent à tour de bras pour des prix défiant toute concurrence. Voilà. Et donc, par exemple, sur le Nord-Master, avec la famille Pradel, par exemple, concrètement, avec qui je travaille depuis des années, ils mettent un projet qui s'appelle Aquarac, dans lequel on va avoir la culture agricole avec des panneaux photovoltaïques sous forme de serre et autres. Donc on a toujours l'activité énergie, marché, vente d'électricité EDF par ailleurs. D'accord. Voilà, on gagne de l'argent. Le centre de la Guadeloupe pourrait être donc lié à tout ce qui est l'exploitation de l'hydrogène au sens de la mobilité électrique du terme. C'est-à-dire qu'à partir des bonbonnes qu'on pourrait produire bouillantes, on peut organiser des premiers pilotes de mise en place de la mobilité électrique qui peut être un marché considérable, parce que ce n'est pas encore organisé, ce n'est pas encore structuré définitivement. Et en 2040, 2030, 35, 2040, toutes les voitures thermiques ne devront plus fonctionner. Donc il y aura intérêt à... A priori, est-ce qu'on va respecter le délai? Ben justement, plus vite on va arriver à mettre en place des dispositifs permettant d'avoir par exemple des voitures à hydrogène, parce que nous l'idée c'est pas de faire de la recherche et développement appliqué pour rester dans un domaine, c'est pour voir dans quelle mesure on peut influer développer les filières, influer sur les marchés de telle sorte que... Alors pour faire un exemple... Petite parenthèse, monsieur Bougré, c'est qu'il y a des polémiques autour du fait que les voitures justement électriques soient plus polluantes finalement que les voitures thermiques. Alors sur ce débat-là, vous vous positionnez? Non, moi je ne sais pas sur quelle base les gens font ce genre de calcul, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'hydrogène, ça produit de l'eau. Donc là, il faudra me dire comment ça pollue. Tu vois, au niveau des batteries, on dit que les les batteries. Alors, il y a les batteries traditionnelles, effectivement, sont les composants et le dispositif industriel permettant de produire la batterie, effectivement, c'est extrêmement carboné. C'est pour ça qu'on essaye de mettre de lithium-ion, mais le lithium-ion est aussi très, très coûteux en termes de marché, mais est déjà beaucoup moins carboné. D'ailleurs, le lithium-ion, on aurait quand même des possibilités au niveau du Sud Basse-Terre, parce que je l'ai dit, à côté de sous-sol, à ce niveau-là, on a
a souvent des aquifères somates qui nous permettraient d'avoir du lithium-ion, notre propre lithium-ion. Des aquifères somates. Ouais, tout à fait. Ah, il faut être précis, hein, monsieur Bougré. Hein. On est des profanes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là où la mobilité électrique peut être couplée à l'hydrogène, peut être extrêmement intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'on en est au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le développement qui est déjà possédé par X ou par Y, Z, et on pourrait influer le marché de telle sorte que, par exemple, on se mette d'accord avec un constructeur d'automobile et on lui dit, voilà, vous nous envoyez les voitures comme ça existe en Corée, sur Motunde. On va prendre des voitures en kit et les équiper. C'est-à-dire qu'on peut être spécialiste d'un élément du moteur. Voilà, c'est-à-dire on fait de la très haute technologie sur un élément. En l'occurrence, je dirais le moteur à hydrogène. Donc parce qu'en fait, il y a un dispositif qu'on met pour transformer l'hydrogène en une pile à combustible, et la pile à combustible refait l'électricité ensuite pour permettre à la carburation et la motorisation du véhicule d'aller. Et donc on pourrait, nous, comme on a la matière première sur place, faire en sorte qu'on puisse monter cette partie-là dans le véhicule. Du coup, les voitures électriques deviendraient beaucoup moins chères, puisqu'au départ, elles partiraient sans ça, et c'est ici qu'on le montrerait. Vous avez vraiment pensé à tout, hein. En fait. Voilà, ça c'est pour le centre de la Guadeloupe. On avait déjà commencé à très bien travailler avec Énergie Antilles. Malheureusement, ça a pris une certaine tournée, on en parlera à un autre moment. Sur la Riviera du Levant, on prévoit de mettre en place un dispositif permettant à tous les hôtels, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça TO 1321, un projet que j'ai vu avec le président des petits hôteliers de Guadeloupe, et qui a priori trouvait ça intéressant, voir comment on peut regrouper, parce que comme tous les hôtels... le président Ramassami? Non, quelqu'un que M. Cédric Cornet n'aime pas beaucoup. C'est un mec redoutablement intelligent. M. Vion, alors. Ouais, voilà. Et il m'appelle régulièrement, j'appelle régulièrement, on échange sur l'économie. Donc il sera d'accord avec le développement en tout cas, l'idée et le principe lui paraît intéressant, parce que c'est un mec qui connaît très bien les hôtels et pour cause, et le fait d'avoir un dispositif qui permettrait aux hôtels de payer moins cher la facture d'électricité. Ça l'intéresse, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, et avec toujours le même pareil pour les bâtiments et autres dont on a parlé tout à l'heure, dispositif permettant de mettre en place, de réduire les factures d'électricité, de renvoyer vers l'éclairage public, de voir comment on peut recharger les véhicules des touristes qui arriveraient devant l'hôtel et tout. Et le Nord Grande Terre, par contre, c'est vraiment pour moi l'endroit qui serait fantastique, puisque on prévoit, donc EDF avait travaillé sur une station de transfert d'énergie par pompage. Je veux dire, c'est l'une des énergies que EDF adore raccorder, parce que c'est stable, parce qu'il n'y a pas de problème, X, Y, Z. Le projet, je l'ai, et on verrait comment on peut mettre la même chose du côté d'Anse-Bertrand, parce qu'il y a des dénivelés suffisamment intéressants du côté du bord des falaises d'Anse-Bertrand. Et surtout, on se servirait de ça pour avoir une PTSCE SSDZC dans le Nord Grande Terre, qui verrait donc la mise en place d'une école 55 avec premier projet intéressant à travailler de manière concrète, un jeu vidéo ludo-éducatif que j'ai inventé, pour lequel j'ai été nominé à Marseille par Belle de Mai à une époque, qui retrace l'aventure, enfin les premières occupations des îles caribéennes à partir d'un personnage qui viendrait du bord de l'Orénoque, comme ça se faisait avant. Vous avez déjà fait ça? Oui, tout à fait. Ça s'appelle comment? Non, le jeu n'existe pas encore, mais le personnage principal s'appelle INAC, 2INAK, et c'est les Guadeloupéens qui vont développer, parce qu'il y a plein de Guadeloupéens qui sont très forts dans le développement des jeux vidéo. Et, on n'en parle pas beaucoup ici. Ah si, il y en a beaucoup, notamment un type qui s'appelle Sarai, je crois, et qui a fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Carrément. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça, c'est un Guadeloupéen. Ok. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un Guadeloupéen qui l'a fait. Bon, je trouve qu'on ne les met pas sans valeur. Mais on va commencer à les chercher. Si vous avez des indications, mais faut nous les envoyer. Hein, D'accord. Et donc, voilà, si vous voulez, spatialement parlant, comment les choses seraient réparties. Avec deux particularités supplémentaires, sans doute dans le Nord Grande Terre et en Basse-Terre, la possibilité de mettre en place des data centers et alors, M. Bougré, avec des serveurs quantiques. Je pense que vous avez oublié les saintes Marie-Galante et Désirade. Non. Vous les comprenez dans leur communauté d'agglo respective. Je n'avais pas fini. D'accord. Et puis, je l'ai mis de côté parce que c'est particulier. Parce que la Désirade, si ce qu'on avait dit avait été suivi des faits, pour lequel on avait vu la représentation locale, etc., M. René Noël à l'époque, Désirade serait déjà depuis longtemps à énergie positive. On avait proposé une STEP, j'ai encore les schémas, ça s'appelait Désiréner IEP SG. Désirade, énergie renouvelable, il a énergie positive, comment dirais-je, IEP
SMPG, voilà. Donc, c'était Smart On a raté beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et ça consistait on avait eu quitus du conseil municipal, puis ça a traîné, et ça n'a pas sorti. Bon, voilà. Marie-Galante, on peut faire la même chose. Alors, il faut regarder où est-ce qu'ils en sont, parce que j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on me donne l'état des lieux, parce que la Désirade, je la connaissais, la Désirade s'était fait couillonner, parce qu'on leur a fait croire que quand on mettait une éolienne sur la Désirade, s'il y avait des blackouts sur la Guadeloupe, si l'éolienne fonctionnait, il pourrait avoir de l'électricité sur la Désirade. Et c'était totalement faux. Donc, voilà. Et la communauté d'agglomération. C'est pas cool quand même. Ah oui, c'était comme ça. Voilà. La communauté d'agglomération. Alors, je veux dire, ils n'ont toujours pas compris, hein, les CEDU. Ils m'ont 5 personnes différentes m'ont envoyé le dossier d'une grosse société multinationale qui veut mettre en place sur la photovoltaïque à Marie-Galante. Alors, il y a bien évidemment un beau dossier bien propre, bien clean, avec les retombées fiscales, les retombées sociales, les emplois. Ils ont déjà fait un champ, vous avez vu, près d'une usine de production de rhum. Ils ont fait une espèce de grand champ, hein, déjà. Oui, et sauf que je leur dis, mais où est le business plan de la centrale? Ils me disent, oui, monsieur Bougret, c'est quoi le business plan? Je lui dis, le chiffre d'affaires que... Donc ça, c'est pas calculé. Si, c'est calculé, mais comme c'est le cœur du business, au sens entreprise du terme, business, chiffre d'affaires, rentabilité, c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'on voit qu'il y a des millions d'euros qui font le chiffre d'affaires et des millions d'euros qui font un bénéfice. Les mecs, ils vont pas vous montrer ça parce que les 100 000 ou 200 000 euros qu'ils vous donnent, c'est comme si c'est rien comparativement à ce qu'ils génèrent. C'est des cacahuètes. Voilà. C'est des cacahuètes. C'est-à-dire que la chose, elle est importante. Pourquoi la démarche, c'est que finalement, le public s'empare de cette question de manière à faire en sorte que la Guadeloupe devienne une multinationale, mais une multinationale participative avec tout le monde. Ça, monsieur Moutoundi. Non, mais c'est important. La Guadeloupe peut, il s'agit de ça, de devenir une multinationale participative avec les apports de tous et les compétences de tous. D'accord ? Il n'y a pas de sous-compétence. D'ailleurs, c'est tout l'objet de la réunion qu'on a eue cet après-midi, de se montrer à tous les niveaux, il y a de la compétence. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est la dynamique globale. Parce que là, on a parlé de potentiellement en termes de formation. Il y a les formations en géothermie, les formations au niveau de l'hydrogène, mais les grands complexes hôteliers que nous avons aux Bahamas, Trinidad et Tobago et compagnie, quand il s'agit de leur proposer le système à hydrogène qui leur permet de réduire leurs factures de téléphone et de permettre aux véhicules... Ah ben voilà, c'est là que ça devient intéressant. Vous imaginez Miami avec la même chose, c'est-à-dire on a un potentiel qui est relativement important. C'est pour ça que plus, totalement. C'est pour ça que quand Chalem parle de démarrer l'expérimentation pour montrer aux gens que c'est possible, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose de tangible pour que les gens puissent voir que c'est possible, c'est déjà lancer la dynamique. C'est ça qui est important. Il y a besoin vraiment d'avoir un projet qui est palpable, qu'on puisse constater. Oui, parce que c'est un changement de paradigme. Oui. C'est un changement de paradigme. Tout à l'heure, Chalem disait qu'on avait l'impression, les gens se disaient, bon, c'est la petite Guadeloupe. Oui. C'est-à-dire, bon, c'est un petit papillon perdu au milieu de l'océan. Non, pas. Il faut que les gens prennent conscience du potentiel que représente ce soi-disant petit papillon qui attire mais énormément d'investisseurs étrangers qui veulent transformer le petit papillon en casino. C'est-à-dire on vient faire un coup et on s'en va. C'est ça que nous voulons empêcher. Il faut que les gens prennent ce projet-là à bras-le-corps en se disant que les nouvelles dispositions permettent de créer d'autres types de sociétés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit, et c'est ce que disait Chalem, c'est relever les compétences de chacun. On se disait, même celui qui est au bord de la route, qui épluche le coco, mais on a montré, cet après-midi, j'ai montré mais tout le potentiel qu'il y a derrière ça. Hein, c'est ça qui est important. Il ne faut pas minimiser, parce que c'est du savoir-faire. Totalement. Chaque monde paye en entreprise, je dis là. Parce que... C'est-à-dire, du moment qu'il veut créer un butin, c'est possible. Parce que nous ni l'argent là, c'est-à-dire pourquoi depuis nous développer ça, nous créons l'argent. Donc comme c'est solidaire, ça veut dire que tout le monde qui veut monter en structure pouvait faire un métier, il a fait. Donc dire que si tout le monde a fait entreprise, mais pour mon appel qui fonctionnait. Mais pourquoi territoire concurrence? Non, pas du tout. Parce que le monde qui fait ça, il aime faire. Parce que des fois, on est obligé à travailler, parce qu'il faut aller travailler. C'est alimentaire. C'est alimentaire. Alors que si on vit en métier, on peut en vivre, par exemple, Annie, par exemple, Marie et moi qui a dit, vous avez fait en avion, en hélicoptère. Mais, ou que dit son rêve, mais pourquoi il ne peut pas rêver? Justement, il faut nous
peut rêver, il faut nous peut faire petit monde nous rêver. On petit monde nous a dit nous comme ça qu'il veut ni des jets en l'air bidé là. Faut petit monde nous mais nous on arrête de se restreindre. Oui, arrêtez de laisser petit monde nous comprendre que c'est des miséreux. Et que c'est petit monde ça, c'est petit monde avec nous, mais chaque fois nous regarder son petit monde nous que fait partie bientôt. Et que c'est petit monde ça, nous peut dire restez là. Moi un garçon moi qui a fait tout ça il a fait, moi qu'a dit mais il faut mieux parce que bité hydrogène là venir, faut là, faut là-dedans. Et justement, juste 2 minutes, c'est-à-dire que moi, il y a une chose que je ne comprends pas, mais que je n'ai jamais compris. Quand quelqu'un sort d'Allemagne et qui choisit de venir en Guadeloupe, c'est pas pour voir l'économie mondiale, c'est pour rentrer en contact avec le savoir-faire des gens d'ici, on s'en rend pas compte. Des goûts, des saveurs, des sonorités. C'est ça dont il s'agit. Il n'y a pas de fonds pour développer les savoir-faire de manière, donc les savoir-faire locaux, de manière à faire en sorte que la personne puisse repartir avec des huiles essentielles, repartir avec un certain nombre de saveurs, repartir avec des choses. C'est-à-dire on se dit tout est bloqué, non, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. On peut, moi c'est des choses que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec les communautés d'agglomération des communes, leur montrer qu'il faut sortir de ce que le livre de marketing dit. Parce que tout doit être créatif. Il faut savoir aussi mettre du créatif dans l'économie. Il faut mettre du créatif dans le marketing. On cherche toujours à se cloisonner, à rester dans des règles précises, dans des couloirs, alors que c'est de la création. Il ne faut pas oublier que la plus belle économie, c'est celle qui met en jeu, au milieu, au centre, la créativité de l'humain. Et pas l'économie de franchise dont vous nous parliez. Non, totalement. Donc c'est de ça dont il s'agit. Un des éléments encore très très importants en complément de ce que dit Oumoutoundé et puis Mme Chalam-Bourgarel, une des applications que j'ai prévu aussi de mettre en place, j'en parle pas beaucoup parce que ça malheureusement ça demande des connaissances techniques et que chaque fois que je parle technique, les gens prennent peur. Et ça peut être compliqué, monsieur Bourguet, ça peut être compliqué. N'empêche que nous, par exemple, le prix, pourquoi on va avoir de l'hydrogène extrêmement compétitif pour toutes les applications qui vont se développer. Je vous l'ai dit, c'est des cabinets d'études, c'est des marchés, des plusieurs milliards de dollars, pour lesquels on aurait donc la matière première, et avec une matière première qui fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on a une capacité à produire, à avoir un prix de revient du mégawattheure qui soit parmi les plus compétitifs au monde, le prix du kilo d'hydrogène étant constitué à 60-70% du coût de l'électricité, on se retrouve mécaniquement à être parmi le premier, sinon le second, l'Islande, à pouvoir produire toute la catégorie, toute la nomenclature de ce qui va sortir de l'hydrogène à des prix extrêmement compétitifs. Parmi les éléments complémentaires dont je parle, c'est les data centers. Vous savez que Google et les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ils ont des quantités d'ordinateurs, de gros ordinateurs, un peu répartis dans le monde. Et c'est par eux que, grosso modo, circulent les données de l'Internet. Parce que la plupart des gens ne savent même pas où se trouvent leurs données. Mais tout est stocké quelque part, en tout cas. Tout à fait. Et sauf que la plupart du temps, pour des raisons de coût, électricité et quelques autres, sécurité, ils le font dans les pays froids. Très froid. Comme ça, ils n'ont pas de climat payé parce que ça chauffe énormément, ces vaches. Voilà. Et bien, nous, du fait d'avoir cette électricité pas chère, on pourrait donc avoir des data centers équipés de serveurs quantiques, qui seraient, parce que les serveurs quantiques, c'est eux qui permettent les toutes dernières générations d'ordinateurs, qui permettent d'exécuter des calculs à vitesse supersonique, des trucs qui pourraient se faire. Des milliards de calculs. Ouais, exactement. Voilà, et nous, on pourrait donc, soit du côté du Nord-Grande-Terre, soit dans le centre, ou soit du côté du Sud-Basse-Terre, avoir des data centers spécifiques dont l'électricité proviendrait de la géothermie et qui, du coup, induirait un coût de l'électricité beaucoup inférieur à ce qui existe aujourd'hui et attirer donc les GAFAM par exemple comme Google Google par exemple, ils viennent de signer un contrat avec une boîte qui s'appelle Fervo Energy, et Fervo Energy, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent la géothermie dans le Nevada. Et je suis en train de voir comment je pourrais joindre les gens de Google pour leur dire qu'il y a encore des possibilités plus intéressantes qui pourraient être faites du côté de la Guadeloupe, comme pour l'hydrogène. J'essaie de joindre les Allemands parce que les Allemands ont dit qu'ils ne voudront pas de l'hydrogène provenant avec une électricité qui proviendrait du nucléaire.
Donc ils sont aucun intérêt pour eux. voilà. Donc voilà, et je vous ai dit aussi qu'il y avait des traders guadeloupéens qui m'avaient appelé depuis la première émission qu'on avait eue, qui étaient très contents de l'émission et qui sont déjà en train de voir comment, à quel prix ils pourraient voir le kilo d'hydrogène dans le monde, quitte à ce qu'ils ça rigole vraiment pas. quitte à ce qu'ils montent une place financière de vente de l'hydrogène en Guadeloupe. Donc voilà Et sur votre idée justement les enjeux. Pour les centers pour Google, moi je pensais à une idée quasiment similaire, je voulais créer justement des conteneurs solaires, même faire du minage de crypto-monnaies. Puisqu'on n'est pas sur ces marchés-là non plus, et ça rapporte quand même pas mal. Parler de la crypto-monnaie, moi je sais que c'est quelque chose d'assez intéressant à approfondir, comme le blockchain et tout le reste. Exactement. Voilà. Donc tout ça, ce sont des applications auxquelles on ne pense pas, mais qui ramenaient, comme à un moment donné, tout le monde utilise l'électricité et que ça va devenir de plus en plus cher. Exact. Parce que je rappelle aussi que la 5G, quand elle va venir, attention. On va consommer là. Ça va consommer chaud devant, et plus on aura les moyens de produire moins cher, et plus on va être... la Guadeloupe va être encore plus riche. Donc ce que vous dites aux Guadeloupéens ce soir, M. Bougré, c'est que nous sommes en capacité par rapport à la géothermie et nos capacités aussi de transformer avec l'hydrogène, qu'on peut devenir un des leaders mondiaux sur la production électrique. On peut donner un autre exemple. Vous voyez les tankers. Les tankers, un seul tanker pollue pour 50 millions de voitures. Pourquoi ? Parce qu'il utilise de fioul lourd. 50 millions de voitures. Non, mais il y a suffisamment. On fera une émission là-dessus d'ailleurs parce que c'est puissant cette affaire. Bateau de croisière, même topo. Le port de Marseille l'a démontré, le port de Bordeaux l'a démontré. Les gros bateaux de croisière sont des pollueurs nés parce qu'on utilise du fioul lourd. La chose, c'est que tout le monde est à la recherche d'un carburant qui permettrait aux tankers de continuer à fonctionner sans polluer la planète. Parce que là, c'est un désastre total. On est obligé d'inventer des effets de brume de sable, de machin, pour masquer la pollution des tankers. Surtout qu'on a des organismes qui sont un peu champions dans ces choses-là. La chose qui se passe, c'est que l'hydrogène permettrait, parce que le coût est relativement bas, puisque l'utilisation du fioul lourd, c'est parce que c'est bas, eh on pourrait rester à des niveaux de prix totalement compétitifs, mettre l'hydrogène dans les bateaux par des piles combustibles, et à partir de ce moment-là, le bateau pourrait tout simplement sillonner les mers. Le tanker pourrait sillonner les mers sans polluer la planète. Parce qu'on a un vrai souci pour le moment. Personne n'en parle puisque c'est les grosses multinationales qui détiennent les grandes compagnies de tankers. Mais c'est une catastrophe sur le plan de la pollution. Je trouve même ridicule. Un super tanker qui pollue autant que 50 millions de voitures. Il y en a des millions. Mais bien sûr, mais je trouve ridicule de parler des gaz à échappement d'une voiture quand vous avez un tanker qui pollue pour 50 millions de voitures. C'est même ridicule. Mais c'est important de voir que ce challenge-là aussi, parce que nous sommes une île, on a de l'eau, donc on n'a pas de problème pour produire l'hydrogène, c'est H2O. Vous voyez, donc du coup, là on est tranquille. Ça permettrait d'avoir des laboratoires en Guadeloupe spécialisés dans la recherche et le progrès technologique non polluant, donc production d'énergie verte, pour différents, y compris les avions, y compris à ce niveau-là aussi. On pourrait envisager les choses. L'hydrogène, c'est monstrueux. Donc les piles à hydrogène seraient peut-être la source à combustible de demain. Oui, tout à fait. En tout cas, dans les voitures électriques, c'est déjà ça. Mais il y a un expert qui disait qu'on est limité sur la production d'hydrogène, que c'est pas fiable, que sur le long terme, on pourrait... je ne sais pas celui qui dit ça, mais... Il doit être pro-pétrole, lui. Oui, peut-être. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la chose, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir observé un certain nombre de choses, c'est que la France a misé sur le nucléaire. Il y a eu des investissements colossaux. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour EDF sur un certain nombre de projets dans une grande agence à Paris. Bon, on voit bien qu'il y a des moyens colossaux. Il ne faut pas oublier que Georges Nicolo, je dirais, c'est aussi là-dedans qu'il a passé une bonne partie de sa vie. Il y a eu un investissement tellement énorme que le fait de faire machine arrière, c'est compliqué. Donc, on essaye d'évacuer les problématiques énergétiques hors nucléaire. Et la chose, c'est que nous, comme on a une certaine distance, puisqu'on est département, mais à 7000 km, on a une latitude d'action qui nous permet justement d'investir dans des directions
sur lequel le national ne souhaite pas ou ne peut pas vraiment investir. Mais il y a quand même, je dirais quelque part, un intérêt pour voir finalement quel est le potentiel, parce que même si c'est pas fait à moyen terme, mais à très très long terme, je dirais, il y a bien un moment où il va falloir remettre en question. Oui, il faudra remettre en question la problématique du nucléaire. Malheureusement, il y a un gros souci pour pouvoir continuer d'aller dans le bon sens avec cela, puisque l'outil qui permet, dans un territoire quel qu'il soit, d'encadrer la production énergétique en fonction de la consommation et d'un certain nombre d'autres choses, qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisqu'on arrive à ce stade-là aussi, il est, selon moi, aux mains des lobbies multinationaux. Et donc, ça voudra dire que aujourd'hui, par exemple, sur Bouillante, ils sont partis à 15,5. Bientôt, ils vont mettre 24 mégawatts supplémentaires. Qui dit qu'il n'y aura pas 50 après, 100 ou 200 après, et que malheureusement, il semblerait que du fait que cette PPE est dans les mains des lobbies, comme on dit, que le sous-sol guadeloupéen risque de ne plus lui appartenir, voire peut-être ne lui appartient plus. Alors je dis ça, je le dis et je le répète. Donc si les Guadeloupéens ne se mobilisent pas pour s'informer, pour savoir de quoi il en retourne exactement cette problématique entre EDF et les sociétés multinationales, la CRE et tout le reste, par ailleurs, pour ensuite, à partir de ces éléments fondamentaux, les écrits, les documents, les contrats et autres, se faire une idée exacte de ce qui existe par rapport à cette ressource, on risque d'avoir ce qui s'est passé pour la canne et la banane, la grande distribution, le marché de l'automobile, etc., pour ce marché de l'énergie. C'est pour ça que je fais tout un certain nombre je fournis tout un certain nombre d'informations pour bien alerter d'une part les potentiels. Je vous remercie pour nous avoir permis de faire ressortir, de faire émerger ces solutions qui existent, ces richesses qui existent que malheureusement on ne connaissait pas. Mais il va falloir que les Guadeloupéens se mobilisent concrètement, je veux dire, comme en Corse, comme dans certains pays, etc., pour à un moment donné, vous avez une richesse, il faut que vous sachiez ce qu'il en retourne et la défendre le moment venu. Et en termes politiques, parce que vous avez quand même un très large réseau, M. Bougré. En termes politiques, visiblement les politiques savent très bien qui vous êtes, connaissent vos projets. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Alors à partir de là, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. C'est ceux qui... Parce que je rêvais de ça, c'est pour ça que je voulais aller dans la direction que vous savez, je risquais de me retrouver devant tous. Je les mets tous devant moi. Et je leur dis, voilà, Donc vous n'avez pas encore pu exposer par exemple vos projets au président de région? Si. Donc celui qui est là, comme celui qui était là avant, comme jusqu'à Madame Chevry. Depuis Chevry. Tout ça, ils connaissaient, tous. Et donc après c'était oui, on peut faire. Vous connaissez l'histoire avec Malo et le reste, etc. Je vous l'ai raconté, je vais en faire encore une fois. Et c'est resté en l'état. Et vous verrez, vous demandez à n'importe lequel des têtes de liste, vous leur dites, tête de liste comme pour l'ancienne, comme les anciens ou les nouveaux, on débat sur cette problématique-là. Et comment vous allez faire mieux que ce que vous avez pu faire avant, avec moins d'argent, et pourquoi cette ressource richesse connue du monde entier, des Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc., des Suisses, des Belges, concrètement que j'ai eu, je vous dis, on en est là où on en est encore aujourd'hui. Et le propriétaire enfin les 60% de Bouillante dans les mains de qui vous savez, etc. Et quand on fait les calculs même par rapport à Bouillante, si 60% ramène 6,4 millions, ça veut dire qu'ils ont dû faire 10 millions de bénéfices, parce que les 4 millions restants, c'est la caisse des dépôts et la caisse des dépôts et puis le BRGM. 10 millions, si on nous avait vendu, on avait pris Bouillante en 2012, on aurait fait autant d'argent qui serait entré dans la caisse de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est dérangeante, c'est qu'il y a un montage qui exploite une énergie extraordinaire dans le sous-sol de la Guadeloupe et
personne n'a même pas un demi-centime. Zéro. C'est au-delà du réel. Zéro, c'est incroyable. Zéro. Là, quand même, non, il y a quand même. Le maire de Bouillante a quand même fait quelques. C'est-à-dire que. Non, il faut dire les choses. C'est-à-dire que moi, je me suis élevé contre le fait qu'à Bouillante fournit de l'électricité, d'accord, donc revend de l'électricité. Or, il y a le principe de l'entreprise citoyenne. Il n'y a pas d'endroit dans l'Hexagone où une entreprise vient exploiter la richesse collective d'une zone et ne redistribue pas. Mais ça n'existe pas. Il faut arrêter. Donc c'est pour cette raison que quand il y a eu débat à l'Assemblée nationale et le cas de Bouillante a été évoqué, il y a eu effectivement, on a demandé à la société de rétrocéder à la ville une partition, même si ça devrait être rétroactif. Mais quand vous entendez parler, quand vous entendez parler de plusieurs millions qui se font, sur lesquels on a des routes à faire, on a des routes à construire, il y a des lycées, il y a beaucoup de choses à financer. Il y a un développement quand même. Mais il y a un développement à faire, il y a des besoins de financement pour faire ce développement. Vous voyez, et là, on a de l'argent qui part à l'étranger. C'est quoi cette affaire? Nous, on ne va pas exploiter la richesse des gens chez eux pour rien leur donner et revenir chez nous. Ils ne nous laisseraient pas, monsieur. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais c'est 1962. Voilà, 1962, on est en 2021. Et on finançait la phase expérimentale, les Français en général, mais en particulier. Depuis 1962, vous imaginez le truc. Personne n'a pas. Je ne vois aucune tête de liste, aucun machin. Personne ne s'indigne et les choses se passent comme ça. Ni ça, ni l'augmentation du PIB de la Guadeloupe, ni la misère sociale en Guadeloupe. Alors, ça voudrait dire quoi? Mais ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'argent qu'on fait semblant de nous envoyer, c'est notre propre argent, quoi. On nous rembourse. C'est notre propre argent. C'est-à-dire non seulement on n'a pas le droit de disposer du potentiel de notre sous-sol, mais on nous fait quoi? Qu'on nous a accordé quelque chose qui est simplement notre propre argent qu'on nous redonne d'une façon moindre. Non, mais on va où là? Vous exploitez nos ressources. Vous allez chercher quelqu'un pour exploiter votre ressources. C'est incroyable. Et vous payez en plus derrière. Vous payez en plus cette personne-là derrière. Donc tu viens m'exploiter, je viens prendre tout ce qu'il y a dans mon sol et je te paye en plus. Je te paye encore pour avoir exploité. C'est du grand n'importe quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'on est quand même obligé d'alerter, je veux dire, le grand public en disant il faut se fixer des limites. Parce que là, parce que comme le dit Chalem, on a des jeunes qui ont besoin d'un potentiel, c'est-à-dire de perspective. Vous savez, moi, quand je discute avec les policiers, je leur dis toujours la même chose. Le problème, c'est les perspectives. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui vient de la Caraïbe avec un réseau quelconque, il parle avec un jeune, il lui offre une perspective. Dans la Guadeloupe, on offre à ce jeune-là quoi comme perspective? Le Canada ou l'Hexagone? C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire, on peut parler de délinquants, de tout ce qu'on veut, mais quelle perspective que nous offrons à un jeune, peu importe son âge aujourd'hui, comme projet, en fait, de réussite de sa vie personnelle, vie de couple, vie familiale, vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire par là? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire à ce niveau-là, parce qu'au niveau des adultes, on n'est pas à la hauteur des vraies perspectives que nous devrions offrir aux jeunes générations. C'est pour ça que dans ce projet, il y a tout. C'est-à-dire, il y a le gâteau, il y a la cerise sur le gâteau, il y a tout, il y a la crème, les chantilly, il y a tout. Tout partout. Voilà, il y a tout. Je leur ai demandé un débat à n'importe lesquels d'entre eux, ceux qui se présentent. Je proposerai. Non, mais je leur ai demandé, personne n'a accepté. Non, mais on fera après, il faut mieux faire après les élections, on attend qu'il y en ait un sortant qui vienne, et on va essayer de vous installer tous parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre tellement... Oui, juste très rapidement. On est dans un cadre tellement réglementé qu'il n'y a pas d'hypothèse de résultats financiers. C'est-à-dire tout est connu à l'avance. Parce que c'est des cadres... Mais voilà, c'est-à-dire que ce sont des cadres très rigides avec des réglementations précises. Donc on connaît le prix de vente du kilowattheure. C'est des choses vraiment très normalisées. Donc on a déjà l'information. Il n'y a pas de suspense. Ce que je veux dire par là, sur le plan du montage financier, il n'y a pas de suspense. Ça donne ça. Ça donne ça. C'est tout. Vous voyez, donc qui fait qu'on se retrouve dans une position mais idéale pour envisager un nouveau futur pour la Guadeloupe. Parce que l'enjeu
l'enjeu est là, c'est envisager de nouvelles perspectives pour les jeunes de ce pays, en se donnant la main tous, je parle des adultes, et en faisant en sorte que ce rêve devienne réalité et que ça ne soit pas le rêve de M. Bougré, que ça soit notre rêve à tous. C'est ça le but du jeu. La réalité, hein, parce qu'il Voilà. il avance. Les réalités, Totalement. mais ils ne nous rapportent pas à nous. Il faut Voilà, juste il faut changer Voilà, la faut poche. faire en sorte que. Totalement. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour ces présentations, pour avoir été clairs et précis justement sur ce projet de rachat de centrales géothermiques, mais aussi de production d'énergie à base d'hydrogène. Vous nous avez fait une cartographie de tous les projets, tout le territoire peut être concerné, donc avoir des retombées pour tout le monde. S'il faut creuser, vous me dites. Hein, moi, Totalement. Et puis Madame, notre chère Chalem qui parlait de l'expérience de Bois-Ripaud, qui pourrait... faudrait qu'on en reparle d'ailleurs de cette expérience à Bois-Ripaud, ce test que vous allez réaliser pour que tous les Guadeloupéens puissent suivre un peu ces actions-là. L'évolution des choses, effectivement. Merci beaucoup à vous tous. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ces messieurs très prochainement. Une bonne soirée à vous.